Salut tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez peut-être découvert dans Team BS ou alors sur ma chaîne. En tout cas, je suis très contente d'être là aujourd'hui et je vais répondre aux questions de Sam. Cindy, ravi de te présenter à mes abonnés et de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Merci Donc déjà, beaucoup. bienvenue. Donc pour la première fois, on t'avait découvert sur M6, c'était en 2013. Tout à fait, C'est ça? C8. Ouais. Pour Ah, être c'est exact. 8. Ouais. Mais oui, c'était la version C8, pardon, c'était dans Popstar, ça commence C'était D8 bien. même, il me semble que c'était direct 8 à Ah l'époque. oui, c'était D8, double erreur de ma part dès le début de l'ITV. Mais c'est pas grave, on aime, c'est comme à la maison. Tu as ensuite formé la Team BS, aux côtés notamment de Lafouine, qui t'a Tout à pris fait. sous son aile. Vous avez été disque d'or, vous avez cartonné, et d'un coup, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, tu es youtubeuse et tu proposes énormément de vidéos sur ta chaîne que tu développes de plus en plus. Et j'aimerais qu'on commence à parler de ton enfance. Allons-y. Donc j'ai vu que ton nom complet, c'était Cindy Michelle Claudia Otivi. Oviti, Oviti, pardon. t'inquiète. Je voulais savoir d'où ça venait, quelles étaient tes origines, parce que je sais que c'est une question que tu as beaucoup. Ouais, mes origines reviennent très souvent. Donc déjà, je suis française, mais d'origine marocaine du côté de ma maman et égyptienne du côté de mon papa. Je m'appelle Cindy avec un S, c'est un choix de mes parents. De base, ils voulaient m'appeler Désirée, donc je suis contente qu'ils aient choisi Cindy. Le surnom Dédé, c'est Mimi, mais voilà, Cindy, c'est cool. Avec un S, et c'est hébreu. Je sais plus du tout ce que ça veut dire, mais je le savais, fut un temps. Et donc Michel, c'est pour ma grand-mère, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Et Claudia, c'est parce que mon père est était fan à l'époque de Claudia Cardinal, qui est une grande actrice, j'avais pas le mot. Et Oviti, c'est mon nom de famille qui m'a été, en gros, qui vient de mes grands-parents paternels, mais adoptifs. Quand on t'a connu, tu avais 17 ans, aujourd'hui tu en as 24. Ouais. Si tu devais définir ton enfance en 3 mots, lesquels utiliserais-tu? De mes 17 à mes 24 ans? Avant tes 17 ans. Avant? 3 mots? Ouais. Ok. C'est dur. Genre, je pourrais me décrire en 3 mots à cette période-là, mais décrire mon enfance en 3 mots, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que, genre, c'est toute une enfance quand même, tu vois. 3 mots, faut bien les choisir. Ouais, bien sûr. Je sais que j'étais quelqu'un de réservé, Ouais. donc je dirais ça. Je rêvais beaucoup, donc très tête en l'air. Et la musique, qui m'a beaucoup bercée, depuis toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que je me rappelle que l'un de mes premiers cadeaux d'anniversaire, c'était un Discman à l'époque. Et c'est mon grand-père qui me l'avait offert pour mes 5 ans. Et voilà, c'est un de mes premiers cadeaux, même quand j'étais petite à Noël. C'est toujours les trucs, tu sais, les petits pianos avec les micros. Je montais sur la table, je faisais mes meilleurs spectacles. Et ouais, ça a toujours été la musique. Et t'es très proche de ta mère? Ouais, très très proche. Très proche de ma maman et de mes grands-parents aussi. Enfin, de ma famille en général. Pour quelle raison? Ma mère et moi, on est super proches parce que... objectivement, je pense que comme toutes les jeunes filles, on se disputait beaucoup quand j'étais plus jeune. Et puis c'est passé parce qu'on a appris à s'écouter et à se parler. Crise d'ado? On va dire c'est comme ça. Petite crise d'ado. Crise d'ado. Et ouais, surtout, elle est très à l'écoute et je peux lui parler de tout. Mais vraiment de tout. Genre, je vais en soirée, j'ai un peu trop bu, je peux lui dire, ça va pas... Elle va pas me juger, elle va m'écouter. Elle va me dire bien sûr qu'il faut que je fasse attention et tout. Mais je peux lui parler de mes copains, je peux lui parler de mes copines, je peux lui parler de ce que je ressens dans mon travail, je peux lui parler de tout et elle aussi. Donc du coup, on est sur une relation qui tient la route dans le sens où on s'écoute et on communique. Pourquoi tu rêvais de musique? Je saurais pas te dire. En fait, je pourrais pas... À chaque fois, on me dit à quel âge tu as commencé ou quoi. Je saurais pas te dire un moment où il y a eu un déclic parce que c'est depuis toujours. C'est vraiment un moyen que j'ai choisi de m'exprimer et surtout, c'est quelque chose que j'ai refusé d'admettre au début. C'est-à-dire que même à l'école, mes profs me mettaient tout le temps soliste pour les kermesses, par exemple, tu vois. Quand il y avait un spectacle de fin d'année, c'est toujours moi qui chantais. Et du coup, c'est vrai que donc j'étais toujours mise en avant. Et c'est un truc que je ne comprenais pas. Et je me rappelle aussi, ça c'était en primaire, il y avait un camarade de classe, il s'appelait Nathan. Il n'arrêtait pas de se moquer de moi parce que quand je chantais, tu sais, je plaçais bien ma gorge et tout. Je me prenais grave au sérieux, alors que c'était une petite kermesse, tu vois. Et du coup, tout le monde, genre, quand je chantais des notes hautes, je levais la tête. Quand je chantais des notes basses, je baissais la tête. Et on me chambrait souvent là-dessus. Mais c'était très, très enfantin. Et qu'est-ce qui t'a décidé quand t'as 12-13 ans à faire tes premières covers sur YouTube? Alors l'inconscience la plus totale. Si tu veux, je réalisais pas. J'avais l'impression que c'était... quand j'ai ouvert YouTube la première fois, j'ai vu des gens chanter.
mais j'avais pas conscience que c'était Internet. C'est-à-dire que je pense que c'est à ce moment-là j'ai vraiment découvert ce qu'était Internet. Il faut rappeler qu'on était en 2009 et qu'en 2009, ce qui tournait beaucoup sur YouTube, c'était la musique. Exactement, exactement. Ouais, les covers de guitare, le truc avec le gobelet là. C'était ça qui était à la mode, c'était pas les vlogs comme aujourd'hui, c'était pas les vidéos face cam. Pas encore, c'était pas encore, mais ça arrivait 3-4 ans après il me semble. Mais du coup, moi j'avais juste le sentiment à ce moment-là que j'avais lancé un karaoké sur YouTube et que j'allais pouvoir m'écouter chanter et c'est tout. Je savais pas que c'était Internet. Et donc dans cette vidéo, qui est toujours en ligne, je suis en train de chanter un titre de Scheim, c'est la toute première cover que j'ai faite, et Rêve d'enfant de Scheim, parce qu'à l'époque j'étais super fan de Scheim. Et du coup, il y a mon petit frère qui dort derrière. Genre c'est vraiment un truc tourné à la maison, à la webcam, j'ai une coupe extrêmement approximative, vraiment, je me cherchais un peu. Et voilà, j'ai pas du tout conscience à ce moment-là que c'est Internet, Cindy. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas que pour toi. Mais je ne savais pas. Mais comment est-ce que tu passes de ton salon, donc de YouTube en l'occurrence, à Popstar en 2013? Alors, donc là, on fait un saut dans le temps. Ah oui, on fait un gros saut dans le temps. Et pour rappel, les membres du jury étaient donc Lafouine, la productrice Alexia Laroche-Joubert ou encore Philippe Gandillon. C'est ça, qui est toujours le boss du label Columbia chez Sony. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que je continue à faire les covers ensuite, parce qu'à un moment donné, je réalise quand même que c'est Internet et tout. Je me professionnalise un petit peu. Je commence à faire des covers, à trouver vraiment mon identité artistique sur Internet. Et je faisais des covers, par exemple, où je reprenais du Lady Gaga, mais je traduisais ses paroles en français, en essayant de garder les rimes, parce que j'étais déjà un peu dans l'écriture et tout. Et du coup, je reprends ces titres-là. Donc, ça donne un truc du style « Je veux ma revanche, je veux… » Non, c'était par exemple… Je suis belle à ma façon, donc ne perds pas la raison. Après, je sais plus, mais tu vois, genre, j'essayais vraiment de… Ah oui. I'm beautiful in my way, 'cause God make no mistakes, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Et du coup, tu vois, j'étais vraiment là-dedans, en train d'essayer de garder ce que Lady Gaga elle avait voulu dire, mais quand même de le traduire en français pour que ce soit un peu stylé, tu vois. Donc, je commençais à me prendre la tête un peu sur mes covers. C'est là que je découvrais un peu les logiciels de montage pour pouvoir… trouver les bonnes tonalités quand je chantais. Et puis un jour j'en ai un peu marre d'être dans ma chambre, même si j'aime bien ça. Et je vois qu'il y a un concours, je vais à la boulangerie avec ma grand-mère, et je vois qu'il y a un concours de chant régional, en 2012 c'était. Et elle me dit, bah, tiens, ce serait marrant que tu le fasses et tout. Et bah, je m'inscris sur Internet, c'est très rapide. Et je monte pour la première fois sur scène. C'était la première fois, donc il y avait c'était régional, il devait y avoir 100 personnes. Mais c'était vraiment une ambiance de compétition. Tu vois, il y avait des petits favoris qui arrivaient avec des valises avec leurs fringues, tu vois. Ouais, t'avais déjà regardé Popstar, toi, à l'époque? Pas du tout, pas du tout. Là, on n'est pas encore sur Popstar, on est vraiment sur le tout premier. C'est pas filmé, il n'y a aucune pression. Et c'est la première fois que je me confronte à un jury. C'est-à-dire que les seuls avis que j'avais sur ce que je faisais musicalement, c'était les gens qui me suivaient sur YouTube et mes profs de chant. Donc, si tu veux, et ma famille. Mais ils n'allaient pas me dire que t'étais pété, puisque c'est ma famille. Donc, du coup, ils étaient dans l'encouragement. Et du coup, je me soumets, on va dire, à ce jury. Et c'est la première fois. Et en fait, on est noté sur 20. Et je ressors avec une moyenne de 17,5. Et si on avait continué le classement, j'aurais eu la 4e position. Donc, je suis juste en dessous du podium. J'étais très stressée, je tremblais de ouf quand je chantais. J'arrivais même pas à tenir mon micro. Et j'avais chanté Hero de Maria Carey. Et très dur en plus comme titre. Oh, j'allais te dire justement, tu veux pas, parce que j'adore cette chanson. Attends. Je peux le faire avec toi, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. Bon, ça va, tu te rapproches de ces octaves déjà, Maria. Ouais. Après, ce qui avait été trop dur, genre je me rappelle la note que j'avais grave ratée, c'est le It's a long road. Juste ça. Ah, juste ça. Juste ça. J'avais fait un truc super faux. Et du coup, après, j'arrivais plus à me concentrer sur la musique. Bref, j'adore cette chanson. Et j'avais répété super longtemps. Et comment je m'habille et trucs. J'avais mis une fleur dans mes cheveux. J'avais mis des extensions à clip et tout. Vraiment, j'avais tout préparé. Pimpé comme jamais. Mais vraiment, genre, comme never. Et du coup, j'arrive là-bas et donc je repars avec mes notes. Mais je suis contente. Et 3-4 mois plus tard, je cherche un autre concours régional. Je me dis, c'était cool en vrai. J'ai vraiment envie de retester, quoi. Et je réessaye et je tombe sur les castings de Popstar. On est un mercredi midi, donc je rentre de cours, je mange, je monte sur mon ordinateur et je vois que ça existe vraiment, je me renseigne un peu, je cherche des infos sur des gens qui auraient déjà passé ce casting, comment ça se passe et tout, parce que c'est quand même la télé, donc ça me fait un peu peur. Et en fait, je me dis, vas-y, je m'en fous. Donc j'envoie la vidéo, donc tu sais, tu as un formulaire à remplir, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, est-ce que tu as déjà été signé, un truc, une vidéo cover, quelques photos, tes réseaux sociaux, et puis tu attends le mail retour, quoi. Et en fait, j'ai envoyé ça à 4 jours du casting. C'est-à-dire que donc mercredi, et le casting se faisait le vendredi. Et ça fait 2 jours, je ne sais pas compter.
Et du coup, j'attends la réponse et j'en ai pas nécessairement. Et la veille, donc le jeudi soir, vers 22h, je vais me coucher un peu déçue parce que j'ai pas eu de réponse et tout. Et en fait, je me rappelle que j'ai 2 adresses mail. Et en fait, je regardais juste pas dans le bon mail puisqu'ils avaient tenté de me contacter 1 ou 2 heures après que j'ai envoyé ma vidéo. Et du coup, j'ai la convocation pour le casting. Donc je descends voir mes grands-parents en furie, en mode « Papy, s'il te plaît, demain, faut pas que j'aille en cours et tout. » Alors lui, il comprenait rien du tout, forcément, mon grand-père, qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Donc je lui explique et tout. Et à ce moment-là, on se fait la promesse que, ok, je peux faire de la musique à côté de l'école, mais j'ai mon bac avec mention. Ah, avec mention? Ouais. Ah, ok. En fait, la mention, c'est moi, j'ai rajouté. Mais je voulais vraiment que... Et tu l'as eu? Je voulais vraiment que... Ouais, je l'ai eu. Avec mention? Bien, mention bien, 14e. Bravo! Et du coup, je voulais vraiment que mes grands-parents soient trop fiers de moi. C'est-à-dire que je savais que pour eux, les études, c'était important. Mais pour moi, la musique, ça l'était tout autant, voire même encore plus. Et du coup, c'était la promesse que j'ai réussi à tenir. Je suis très contente. Pourquoi Lafouine a dit en parlant de toi, sa revanche sur une vie difficile m'a ému. Les plus tragiques histoires font souvent les plus belles chansons. Bah, parce que je pense qu'il connaît certains épisodes de ma vie, parce qu'il me connaît, en fait, tout simplement, parce qu'il a rencontré ma famille aussi. Quand on travaillait ensemble, bien sûr, je me suis confiée. Je me rappellerai toujours, à partir du moment où j'ai fait cette émission, je suis allée jusqu'en finale, j'ai été éliminée. Ça a été une bonne expérience formatrice, mais la télé, c'est compliqué. Pour moi, ça a été compliqué. Je pense que j'avais 17 ans. Tu me sors de mon école, j'avais jamais été plus loin de ma famille, plus d'une semaine. Donc c'était un peu beaucoup de stress, beaucoup de pression à laquelle j'étais pas habituée. J'étais filmée en permanence pendant 1 semaine de tournage, alors on a étalé ça sur 3 mois, comme si l'émission avait duré longtemps. La vérité, c'est que par jour, on avait 2 épreuves. Donc c'est-à-dire, tu arrives le matin, on est 40, à midi, on te dit il y a 20 personnes qui vont être éliminées, tu as 4 heures pour apprendre une chorégraphie et une chanson, avec tout le stress. Il vaut mieux gagner ou perdre, Popstar? Il vaut mieux perdre. Aujourd'hui, je trouve qu'il vaut mieux perdre. Pourquoi? J'adore les gagnantes. C'est des filles avec lesquelles je suis encore en contact et j'ai énormément de respect pour elles. Mais j'ai fait plus de choses derrière que si j'avais gagné. J'aurais terminé dans un projet qui m'aurait pas du tout ressemblé. Mais genre pas du tout. Donc je suis contente. Et puis j'aurais terminé avec un contrat de maison de disque qui est plus lourd. Je trouve que quand tu sors de Télécrochet, les contrats que tu contractes après sont très très lourds. C'est des contrats avec énormément d'exclusivité où tu peux pas parler pendant un certain temps. Mais toi, tu l'as pris comme un échec sur le moment? Sur le moment, mais bien sûr. Ah ben comme quoi, c'est ce que je dis souvent. Exactement. Quand on se prend une bonne claque dans la figure, on a l'impression que ça nous fait mal sur le coup, alors mais ça nous rend tellement plus fort derrière. C'est ça. Déjà, tu apprends, tu grandis. On en parlera de toute façon, je pense, au cours de cette interview. Mais surtout, tu sais, la phrase si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et à chaque fois dans ma vie, ça a été réel. À chaque fois. C'est vrai. Mais quand j'ai appris que j'avais perdu, mais laisse tomber. En plus, alors attends, l'organisation du dernier jour de tournage, donc nous, on perd, on nous l'annonce, on nous met dans une pièce, un peu comme, tu sais, les rejetés, les perdants, là, dans une pièce là-bas. Et si tu as le membre du jury qui vient dans la pièce et que tu n'entends pas les cris ou machin, il y a une histoire comme ça, non? Non, c'est pas ça. Donc nous, on a terminé, donc on nous annonce qu'on est éliminé, et là, ils annoncent les gagnants dans la pièce d'à côté. De l'autre côté, il y a du champagne, ça fait la fête. Nous, on est là dans une pièce où il n'y a rien, il n'y a même pas de siège. À ce moment-là, on était dans la salle de danse, confinés le temps qu'ils tournent leur scène, enfin leurs images, quoi, à déprimer de ouf. Et t'as une caméra qui passe comme ça, qui nous filme, mais c'est horrible et c'est nos vies. Enfin, je peux pleurer tranquille ma défaite, ou tu vois. Et ça avait été hyper. J'ai gardé. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul, c'était il y a 7 ans. Mais pendant 2-3 ans, j'avais un peu la haine, on va dire, de me dire, mais humainement, c'est pas sympa de faire ça. Puis t'as pas le droit tout de suite de récupérer ton téléphone et d'appeler tes proches alors que t'as envie de leur dire, t'as besoin de réconfort à ce moment-là quand t'as 17 ans. Puis tu sais que tu vas passer à la télé alors que t'as perdu. Donc comme quand je vais retourner au lycée, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont se foutre de ma gueule parce que j'ai perdu? Et alors? Tu vois, t'as tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un peu d'incompréhension quand j'ai commencé à passer à la télé. Parce que vraiment, je passais à la télé le mardi soir, le mercredi matin, j'étais en cours de maths. Avec Madame Michel, il me semble. Bonjour Madame Michel. Bonjour Madame Michel. Et du coup, bonjour vite fait quand même. Mais un jour, elle m'a mis sur ma copie. Parce qu'en gros, quand j'étais au lycée, j'étais entre le lycée et Team BS. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, j'étais en cours lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais soit en tournée, soit en promo, soit en studio. Et un jour, on avait une leçon de maths comme ça sur la calculatrice et j'étais pas là. Donc j'ai pas pu... je connaissais pas le programme, j'étais pas là en cours. Et je revenais le lundi. Elle m'a dit, tu fais quand même l'interro. Je dis, vous vous rendez bien compte que là, je vais avoir un 0 et que c'est gratuit. Alors que si vous me permettez de le faire demain, je peux avoir une note correcte et méritée. Elle me dit, oui, fallait être là. Donc je fais mon interro, évidemment 0 pointé, puisque je sais pas ce que je dois faire. Et elle me met en commentaire derrière, il serait temps de se concentrer sur ses cours plutôt que de rêver de musique.
C'était pas gentil. Elle avait tort. Oui. Elle avait tort parce que la Team J'étais BS a contente cartonné. ouais, ça a cartonné Vous avez de gagné un disque d'or. C'est ça. Et En plus, sans les streams, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, la musique streamée Oui. compte, mais pas à l'époque. Ah, donc à l'époque, c'était ouais, pas pas comptabilisé. encore. Ça a été en 2015, il me semble que ça s'est fait. Et donc Team BS, ça veut dire Team Banlieue Sale. Ouais. Pourquoi? Alors ça, c'est Lafouine qui avait son label qui s'appelait Banlieue Sale. Et du coup, c'était juste le nom de son label, en fait. Rien à voir avec... Bon, après, pourquoi il a appelé ce label comme ça? Faut lui poser la question. Je pense que... Enfin, je sais pas, mais... T'arrivais à t'imposer à 17 ans? En tant que jeune femme Au début, qui sort de l'adolescence? Au début, j'étais vachement dans l'écoute. Mais ensuite, ils m'ont écouté assez naturellement. Je me rappelle d'un jour où on est en réunion un peu, pas de crise nécessairement, mais c'est avant de sortir vraiment le projet, on est un peu sur la fin de l'album, on est un peu fatigué. Un peu sur les nerfs. Un petit peu, forcément, un peu de pression, parce qu'on sait que les radios nous attendent, les gens aussi, on sait qu'il y a une tournée derrière à faire. Donc un peu de pression, quoi. Et puis, il y a certains membres du groupe qui doutent, parce que c'est quand même du rap et une chanteuse. Donc, c'est-à-dire que tu as deux milieux qui se mélangent, la pop et le rap. Et les rappeurs, ils ont un truc qu'ils appellent la street crédibilité, qu'ils n'ont pas envie de perdre. Donc, c'est-à-dire que pour certains membres du groupe, passer sur énergie, ça pouvait être leur faire perdre toute la crédibilité qu'ils ont ensuite à chanter du rap dur. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je comprends. Là, je découvre un univers. Là. Exactement. Et en fait, on s'embrouillait là-dessus. Enfin, on s'embrouillait vraiment tranquille. On discutait. Et à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'écoutent pas de rap dur, qui sont en train de te découvrir sur un projet plus ouvert et qui, derrière, pourront aller écouter ce que tu fais? Oui, bien sûr, c'est une fenêtre. Bah voilà. Et du coup, quand j'ai dit cette phrase, à partir de ce moment-là, il y a eu un plot twist et depuis, on m'écoutait correctement. Respect. Exactement. Et non, c'est marrant parce que pour le coup, vraiment, dans la Team BS, j'ai été extrêmement respectée, vraiment protégée de ouf. C'est-à-dire que vraiment protégée. Quand j'avais une idée ou que j'avais une crainte, on m'écoutait et on me rassurait là-dessus. Quand j'avais peur avant la scène, c'était vraiment des grands frères de ouf. Mais pourtant, ta nouvelle célébrité, j'ai lu qu'elle n'avait pas été tout le temps facile. Non, parce que j'ai 17-18 ans. Donc, c'est pas du tout évident. Je gagne beaucoup d'argent à ce moment-là. Ah bon? Bah oui, quand tu signes, tu passes à la télé toute la journée, oui. Parce que 2013, c'était déjà les débuts de la crise du disque. Ouais, mais pas tant que ça. Hein. Si on a fait disque d'or, c'est que ça se portait plutôt bien, en vrai. Mais du coup, t'as pas que ces revenus-là. T'as les revenus de la scène, t'as les revenus des droits d'auteur, puisque moi j'écris. Donc du coup, j'ai des droits d'auteur avec la SACEM, Donc la tu DAMI, n'étais pas la que SMIDIDAM. interprète. Non. Et je pense que j'arriverai jamais à être juste interprète sur un projet. Parce que sinon, j'ai l'impression de raconter un truc que je peux pas raconter puisque je l'ai pas vécu. Moi, je te pose la question, après la réponse t'appartient. Bien sûr. Mais ça ressemble à quoi des montants quand on est montants chanteuse en 2013, 2010? Parce que je n'ai aucune idée. Si t'as pas envie de répondre, tu peux, Cindy. Hein, déjà, je te mets à l'aise. Oui, je sais. Si t'es transparente, tu peux aussi. Je sais que je peux être transparente comme je peux choisir de pas le dire. En fait, déjà, première chose, c'est que c'est pas des revenus mensuels. Donc, c'est-à-dire que c'est un contrat, tu signes un contrat par an en moyenne. Au final, ça peut faire une année de SMIC, mais tu les touches d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être par exemple 15 000 €. Ça paraît énorme, mais au final, tu re-signes rien pendant peut-être 1 an ou 2 derrière. Donc, c'est un argent qu'il faut placer correctement. Puisque moi, en tout cas, à 18 ans, j'ai déjà mon premier appartement. Donc, tu as pu acheter ton appartement à 18 ans? J'ai pas acheté, mais je suis déjà locataire. Donc, j'ai déjà mes charges. J'ai déjà un loyer, j'ai déjà des impôts, j'ai déjà. Tu peux subvenir à tous tes besoins. Exactement. Mais normalement. C'est-à-dire que je vis pas au-dessus de mes moyens. Enfin, déjà, je suis quelqu'un qui fait attention à l'argent. J'ai la valeur de l'argent. Mais au-delà de ça, je suis pas quelqu'un qui flambe de base. Mais surtout, tu sais, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et j'en ai conscience depuis que j'ai commencé. Donc, autant que cet argent, il serve à des choses positives, pas nécessaires. Par exemple, chacun fait ce qu'il veut, mais j'irai pas claquer ma SACEM en boîte. Genre autour d'une table, un truc comme ça. Exactement, c'est les droits d'auteur. Et ça tombe, comme je te dis, entre 6 mois et 1 an, ça dépend. Et alors, à quel moment tu découvres les revers de la médaille? Je me rappelle d'une scène qui a été pour moi un petit peu violente et je pense que c'est la première fois que je suis face aux crises d'angoisse dans ma vie. J'ai 2 copines du lycée qui viennent à la maison, à l'appartement, et on décide d'aller faire les magasins. Et à cette période, j'habitais à Angoulême parce que j'ai mes grands-parents qui habitent à Royan. À ce moment-là, ma mère à Montluçon et je travaille à Paris. Du coup, je me suis mise au milieu pour être pas trop loin de tout le monde. Et on décide d'aller sur Angoulême faire les magasins et je sors de la voiture. Et en fait, moi, j'ai tendance à oublier que je passe à la télé. Pendant que, là, on allume la radio quand on est dans la voiture, c'est ma voix qui résonne, quoi. Et j'ai absolument aucune conscience que y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Mais du coup, ces gens-là, parfois, peuvent pas l'exprimer d'une manière... c'est pas rassurant quand les gens courent vers toi en disant « Oh, Cindy, oh mon Dieu !» Tu vois, t'es pas prêt. Et j'étais pas du tout prête ce jour-là. Et en fait, c'était période de solde. Parce qu'il y avait énormément de gens. T'as créé une émeute. Et j'étais toute seule avec 2 copines. Et là, ça a été dur. Ce moment-là, j'ai vraiment fait demi-tour en mode « Je suis désolée, on rentre ».
Et on est rentré direct, on n'a pas fait les Une magasins. sorte de crise de panique. Complètement, parce qu'il y a des gens gentils, mais il n'y a pas toujours des gens très sympas. Hein. Par contre, pour de vrai, quand tu travailles avec des rappeurs, moi, j'ai déjà fait face à des agressions verbales, parfois même un peu physiques, tu vois. Oui, je crois De qu'on t'a gens déjà qui- craché dessus, Ouais, on t'a bon, déjà ça, c'était- menacé ouais, ça, aussi. ça arrivait, mais dans la rue. Je sais pas si tu trouves ça Fréquemment normal, mais à une période, oui. Bah, quand il y a eu le clash Booba La Fouine, ouais, j'étais Mais entre les qu'est-ce que deux. tu Et avais ça a à été- voir, toi, Mais là-dedans? rien. Mais t'as des gens qui ont pas le recul nécessaire de se dire que, bah, en fait, je suis juste quelqu'un qui chante, mais à côté de ça, je fais caca comme toi, en fait. Donc ça sert à rien de venir C'est nul en plus, Bah oui, mais je suis C'est d'accord gratuit. avec toi. tu vois. Mais comment toi, tu l'as vécu, ça, Quand de te faire cracher la première dessus? fois que ça arrivait, ça a été compliqué. Et ça arrivait plusieurs fois, ça, les menaces de crachat. Et c'est tout le temps des garçons, désolé. C'est toujours des garçons qui sont en groupe et qui veulent montrer que, vas-y, ouais, nous, c'est Team Booba. Mais c'est bien, il n'y a pas de souci, écoutez qui vous voulez, mais laissez-moi respirer aussi. Bah oui. Enfin, je vous ai rien Vis- demandé, tu vois ce vis que je ta veux vie dire. tranquille. Et bah, la première fois, ça m'a fait peur. Bah Ça bien m'a sûr. fait grave peur parce que il y avait il y avait 5 garçons, j'étais toute seule et je voulais juste passer. Mais ça y est, il m'avait attrapé et c'est mort. Et des insultes et je te regarde et je crache par terre et des insultes fortes. Et à ce moment-là, bah, t'as pas le temps. Enfin, tu sors pas ton téléphone, t'as pas envie qu'on te le pique, tu sais pas ce qui peut arriver. Je suis toute seule avec mon chien, elle a plus peur que moi à ce moment-là, Ixia, je l'aime trop, elle me manque. Bref. Et du coup, voilà. Mais après, c'est quelque chose où tu finis par comprendre que c'est pas toi la responsable. Tu vois? Oui, faut pas le prendre personnellement. C'est pas toi, en fait, qui est visé au travers de ça. Exactement. Mais sur le Et- moment, c'est très dur de se le dire. C'est ça. Sur le coup, le recul n'est pas toujours là. Et c'est là que tu peux faire face à, bah, déjà au syndrome de l'imposteur. Parce que tu te dis, déjà, je suis qui pour qu'on m'aime? Enfin, tu vois, tu as une dimension un peu comme ça, pour qu'on m'aime autant, pour qu'on crie mon nom sur scène. Pourquoi? Ça se trouve, tu as conscience qu'il y a énormément de gens qui ont du talent, donc pourquoi toi? Enfin, je ne considère pas non plus que... Enfin, je sais chanter, mais je ne chante pas... Il y a des femmes qui chantent de ouf, par exemple Ariana Grande ou Beyoncé, ça, c'est des talents de fou, tu vois. Mais je suis pas une aussi bonne vocaliste. Genre, j'ai pas prétention de dire ça. Si je travaillais de ouf encore plus qu'aujourd'hui, peut-être qu'un jour je pourrais atteindre un niveau un peu similaire, mais je considère pas que, à ce moment-là, je trouve que c'est pas mérité. Tu vois? Et du coup, je me bats avec moi-même. Tu as une espèce de. Un combat intérieur qui est que tu as envie de donner le meilleur, et en même temps, tu regardes un peu les gens en mode, bah, je suis désolée d'être là, en fait, je comprends pas trop. Tu vois? Pourquoi ça s'est arrêté, la Team BS, alors que vous étiez... Enfin, ça marchait très bien. Ça marchait très bien, ça s'est arrêté parce qu'on avait, je pense, tu vois, la street crédibilité dont je te parlais tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, être un groupe, ça peut marcher, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a tous des idées, chacun de notre côté, et que forcément, quand c'est un groupe, bah, y a 4 décisionnaires. Là, en l'occurrence, on était 4. Donc, il faut voter, entre guillemets. Et je pense que les idées que tu peux pas réaliser à ce moment-là, elles créent une certaine frustration. Et du coup, tu as envie d'aller sur tes projets. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, c'était cool. Trop bien, on a fait plein de trucs. Tournée des Zéniths, Sold Out, c'était génial. Maintenant, allez, on part sur nos projets à nous. Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais Dis-moi. question, dans ton single Sans rancune, Ouais. tu fais référence au harcèlement. Est-ce que tu fais référence à du harcèlement de ta petite enfance ou à ce harcèlement dont tu viens de nous parler? Alors, Sans rancune, c'est un titre qui fait référence à cette revanche sur la vie, tout court. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, effectivement, il y a le harcèlement et il y a d'autres choses. Le harcèlement dont je parle dans cette musique, donc je peux parler, c'est pas une musique qui est dédiée à ça, si tu veux. Il y a des titres qui sortiront où je parle vraiment de ça, mais ce serait plus dédié à une ode à la vie, tu vois. Genre, ok, j'ai galéré avant, je suis pas née dans des conditions nécessairement canon de ouf, on a grandi comme on a pu, enfin j'ai grandi comme j'ai pu. Les gens autour de moi ont fait de leur mieux, je vais bien aujourd'hui et regarde tout ce que je suis capable de faire. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire dans ce titre, mais effectivement du harcèlement il y en a eu. Maintenant c'est une blessure que j'ai complètement soignée. Enfin complètement. Oui et non. C'est-à-dire que je pense que quand tu as été harcelée, tu as extrêmement peur du regard des autres. Et pas seulement du regard, mais de ce que tu vas renvoyer. Donc tu te renfermes un peu. Je pense que ça se voit pas nécessairement dans mon contenu YouTube, mais dans la vie, sauf avec mes proches, je suis quelqu'un de très réservé. Sauf si je suis extrêmement à l'aise, mais ça n'arrive pas tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui va beaucoup parler ou beaucoup sourire même. Je suis assez... Oh, bah, ça m'étonne ça, parce que c'est Mais pas je du tout sais, ce que je vois de toi. mais parce que là, je suis à l'aise. Ni Avec- sur ta tu vois. chaîne YouTube. Et je voulais savoir pourquoi tu passes de la musique à YouTube. Est-ce que ça veut Alors. dire que la musique c'est définitivement terminé? Bien Est-ce sûr que que la team BS peut se reformer? pense Est-ce pas, que par tu vas sortir un album toute seule? Est-ce que la vidéo te permet de sortir de quelque chose que tu veux mettre de côté? Ça fait 15 questions en une. Grave. Alors là, alors,
on va continuer un petit peu. Je pense que je vais continuer chronologiquement et du coup, ça va répondre à tes questions. Ça marche. Donc, la Team BS s'arrête. Je sors un album en 2015 qui s'appelle Selfie, sur lequel je bosse pendant 9 mois. C'est très, très long, qui est très éprouvant dans la création de cet album. Et ensuite, l'album sort, ça se passe bien, c'est cool. Mais mon expérience maison disque à ce moment-là, elle n'est pas très positive. C'est-à-dire que je me bats contre une industrie. Et, contre... Tu te bats comment? Tu te bats pourquoi? Bah, je me bats pour ma créativité et je me bats pour ma liberté artistique. Pour t'imposer? Exactement. Pour pouvoir écrire tes textes? Tout à fait. Ok, pour pouvoir avoir une liberté de parole? Ouais. Pour pas qu'on t'impose une image de pop star. Exactement, de petite nana à la qui est Britney. là parce qu'elle est mimi. C'est pas ça, moi, que je veux raconter. J'ai des choses à dire, tu vois, profondes. Ok. Donc Et en gros, en si t'as fait- pas de caractère dans l'industrie de la musique, tu te fais vite taper. Ouais. Mais ils sont forts. Hein. Ils sont forts parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulation. C'est ouf. Maintenant, je m'intéresse beaucoup aux relations humaines et même aux relations sociales. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui crée une hiérarchie, pourquoi il peut y avoir parfois un sentiment peut-être d'infériorité ou de supériorité chez certaines personnes. Qu'est-ce qui donne ce droit à quelqu'un de se sentir supérieur à moi? D'où ça peut venir? Enfin, genre, je suis trop curieuse de connaître l'humain parce que justement, aujourd'hui, je gère beaucoup de choses seule avec mon agent qui est la best. Mais c'est vrai que du coup, j'ai envie de comprendre l'humain pour éviter certains comportements que j'ai pu voir dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu dans ma vie, et là je pointe personne nécessairement du doigt, mais c'est arrivé dans ma carrière qu'on me dise oui, enfin, tu vas pas m'apprendre mon métier. Mais je veux pas t'apprendre ton métier, je veux juste que tu comprennes que je vais monter sur scène et défendre un album qui potentiellement ne va pas me plaire puisque tu ne m'écoutes pas quand je te parle et que je te dis que ça, c'est moche et ça me ressemble pas et que je veux pas le faire. Et que tu vas me dire, mais si t'inquiète, c'est super radiophonique. C'est cool. Toi, tu veux vendre, moi, je veux raconter. Tout simplement, en fait. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin de m'éloigner de cette industrie. J'ai eu besoin de quitter... D'où YouTube. Exactement. En fait, alors non. C'était une opportunité peut-être de C'est pas vraiment t'exprimer ça. Si d'une tu autre veux, façon. exactement. YouTube m'offre un... Les stories, c'est bien, mais ça dure 24 heures. Et en 24 heures, toute ta communauté, elle n'a pas vu cette story. Alors qu'une vidéo, ça dure. Et c'est plus long. Et tu peux plus t'exprimer longtemps. C'est un vrai contenu. Exactement. Et j'avais besoin du taf de ça. derrière. Et il y a des choses que tu peux pas chanter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout chanter. Il y a des choses dont tu peux en faire une chanson à un moment donné, mais soit on va te poser la question d'une interview plus tard dans ta promo, soit tu n'iras pas au fond de la chose parce qu'une chanson c'est 3 minutes. En vrai, c'est 3 minutes et il faut laisser de la place à l'instru et en même temps, si tu veux écrire en faisant des rimes, bah c'est pas toujours. Enfin, tu vois, c'est une autre manière d'exprimer les choses. Mais j'avais besoin de YouTube à ce moment-là pour parler. Mais surtout, YouTube, c'est arrivé, ça a été très thérapeutique. J'avais besoin à un moment dans ma vie, j'ai eu un coup dur, tu vois, comme tous les gens, j'ai des blessures aussi. Et je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais L'ex de l'enfer. en l'occurrence, et la dépression surtout qui a suivi. Et après ça, j'ai eu besoin, après ces 3 mois de souffrance de ouf, vraiment, j'ai eu besoin de quelque chose qui me motive. Et YouTube a fait partie de ça, enfin a fait ça. Donc YouTube grâce à YouTube, Exactement. tu peux extérioriser ta peine, tu C'est peux ça. extérioriser Mais ce que aussi tu as vécu. tout ce qui est trop cool derrière. Oui, vois ce et que tu je veux peux dire extérioriser aussi ton développement. C'est ça. C'est-à-dire ce que tu C'est ça. apprends. Pourquoi utiliser YouTube pour parler de l'ex de l'enfer? En fait, de base, c'est une vidéo, je voulais pas la faire parce que... déjà, on n'avait pas réglé, nous deux, ce qu'on avait à régler. Ce qui est arrivé plus tard, ce qui est fait maintenant. Et parce que j'avais peur des retombées de ça. Je vais pas te mentir. Je savais que ça allait être une histoire qui allait faire du clic. C'était pas le but premier de ce que je fais. C'est jamais le but. Mais je savais que les gens avaient envie de comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai eu envie d'en parler parce que surtout, comme j'ai rien vu venir, mais genre rien du tout, de toute cette relation toxique, je n'ai rien vu arriver jusqu'au moment où le mal était déjà fait. En 2-3 mots, pour C'est-à-dire- toutes les personnes qui n'ont pas vu ta Ouais. vidéo, tu peux nous la résumer? J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie que j'ai aimé très très fort, peut-être un peu trop, et c'était pas quelqu'un de très bien. Je pense pas que c'était une mauvaise personne, mais on ne s'est pas aimé correctement. Et du coup, j'ai énormément souffert de ça. Ouais, beaucoup de conflits, Énormément de très conflits. passionnels. Pas tant que ça, en vrai, mais beaucoup de... Je me sentais pas aimée de la bonne manière et j'ai pas su lui dire que je me sentais pas aimée de la bonne manière. Quand je lui ai dit c'était déjà trop tard, je souffrais déjà de ça et du coup on s'est séparés. Résultat, l'après a été encore pire. Complètement. En fait, si tu veux, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a des signes qu'on peut pas, et là je regarde vraiment la caméra, c'est super important, il y a des signes
quand on débute une relation, quand tu as un doute, c'est jamais pour rien. Si tu te poses des questions, c'est jamais pour rien. Si tu as un peu peur ou si tu as l'impression que tu peux pas vraiment faire ou dire certaines choses, c'est qu'il y a un souci. Ouais, mais des fois, est-ce qu'on se pose pas des questions qu'on devrait pas se poser? Est-ce que des fois, on n'est pas un peu parano aussi? Je pense pas parce que pour le coup, pour avoir été... le mot est fort, le mot est très fort. Ouais. Pour avoir été traumatisée un peu Ouais. dans cette relation et dans celles qui ont suivi, aujourd'hui, je suis en train d'instaurer quelque chose de sain et je me pose aucune question. Mais alors, tu es en train de nous expliquer que si on est en train de se dire, que ce soit les personnes qui sont derrière leurs écrans ou moi-même qui sont en couple ou qui ont rencontré quelqu'un, se disent ah bah tiens, je sais pas s'il m'aime et j'ai la sensation que peut-être il me trompe derrière et puis c'est bizarre quand il va boire un verre là-bas. Pour Ça moi, veut dire que forcément en fait, il y a un souci? Pas forcément, mais pour moi, on se pose jamais une question pour rien. Pour moi, c'est un signe de ton intuition qui te dit fais gaffe, il y a un truc. Et je pense que soit on communique et on a la chance d'avoir un partenaire qui communique et du coup tout le monde communique et c'est génial. Dire que parfois tu as le sentiment que dire par exemple à ton partenaire que tu as besoin d'être rassuré, Ouais, c'est ou bien, dire, c'est important, tu vois. Je sais pas pourquoi, je me pose des questions. Quand Exactement. tu parles, je suis inquiet. Exactement, mais Je ne parle pas de moi. par contre, quand les réponses en face ne sont pas celles que tu devrais entendre, ne reste pas parce que Mais est-ce qu'il faut Si ça attendre te fait quelque mal. chose qu'on veut entendre? pas nécessairement. Je pense que ça, en fait, c'est compliqué. Des Ça, fois, c'est très des fois, compliqué. on cherche, des fois, on veut trouver, même C'est quand il vrai. n'y a rien. Bah oui, mais justement, c'est là qu'on se fait mal en fait. C'est là qu'on se fait mal. C'est à ce moment-là qu'on se fait mal. En fait, c'est pas tant ça que je voulais montrer. C'est que je voulais montrer qu'il y a certains garçons, en tout cas dans mon cas à moi, mais certaines femmes aussi. Il y a certaines personnes qui rentrent dans ta vie et qui te font miroiter un truc parfait, vraiment, et qui rentrent dans ta personne et qui prennent tout ce que tu es, tout ce que tu as de bon comme de mauvais, et qui acceptent tout en apparence. Et puis qui un jour, petit à petit, tombe le masque, doucement mais sûrement. Parce qu'il joue un rôle. Exactement. Et c'est là, en fait, où les premiers, ce que j'appelle red flags, apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a une première action qui paraît anodine, mais une phrase lancée, un truc, où tu vas te dire, mais attends, c'est un peu grave ce qu'il m'a dit, mais en même temps, il ne l'a pas dit méchamment. Du coup, ça va. Mais sauf que tu vas rentrer chez toi derrière et que tu vas psychoter totalement Oui, tu vas penser à te qu'à dire ça. mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une connerie, ça y est, il va me quitter, il va partir dans un truc. Il suffit que tu aies un peu la blessure de l'abandon dans ta vie, c'est terminé. Tu rentres dans un truc où tu deviens dépendante affective de ton partenaire, où tu es incapable d'avoir de l'indépendance derrière et de rester dans tes projets. Et en fait, comme je l'ai vécu, je voulais pas que ça arrive à mes copines, ou à ma petite sœur, ou à toutes les femmes qui me regardent et à tous les hommes aussi. Je voulais pas. Je veux que cette histoire elle soit racontée. Je veux pas l'avoir vécue pour rien, en fait. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es mariée avec toi-même à Las Vegas? Complètement. Et j'aimerais juste quand même que tu nous expliques en quelques phrases, parce que je ne savais pas qu'on pouvait se marier avec soi-même. Alors, donc, je te résume les 2 ans. Donc, on se quitte, dépression, à ce moment, non, j'étais déjà en dépression. La dépression dure un mois encore après derrière ça. Dans ma vie, gros déclic. Je pars au ski avec des copines et elles me bougent. Et à force de me bouger, je comprends ce qui s'est passé dans ma relation. Je comprends où est le problème. Je comprends que c'est pas moi. Et partant de là, ça enlève toute, en apparence en tout cas, enfin, dans un premier temps, ça me décharge de toute la culpabilité que j'avais, où j'avais l'impression que j'avais été une mauvaise copine, une mauvaise femme du coup, une mauvaise personne, une mauvaise tout. Tout ça, ça disparaît. La culpabilité disparaît. Et je me dis, en fait, c'est pas moi le problème. Partant de là, j'ai perdu 3 mois de ma vie là. Donc allez, il est l'heure de vivre. C'est exactement ce qui Mais se ça passe. veut dire qu'il y a des personnes qui perdent aussi des années. C'est pour ça que j'ai De fait leur cette vie. vidéo. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pas une question de voyeurisme ou quoi. C'est pas une question de vouloir raconter ma vie à tout prix. C'est vraiment parce que, t'imagines, j'ai perdu 3 mois, j'ai de la chance. Hein. Il y a des gens, c'est des années entières. Il y a des gens qui ont des enfants avec ce genre de profil. Il y a des familles qui sont fondées et qui éclatent. Et c'est grave. Et je veux pas qu'une femme aujourd'hui... Pour moi, aujourd'hui, je parle des femmes beaucoup parce que je suis très féministe. Mais encore une fois, je le redis, mon discours Je s'adapte à suis tout un le homme monde. et je le suis aussi. C'est bien, c'est important. Et du coup, j'aimerais pas, je trouve ça nul d'être dans une relation et de se sentir pas aimé. Ou de se sentir nul. C'est pas ça l'amour. Et c'est ce que je veux faire comprendre aux gens. Mais l'amour, c'est pas de se marier avec soi-même. Si. Ça s'appelle le self-love. Ça s'appelle, en fait, donc, tout ça, c'est parti de, un jour, je pète un câble. Donc justement, après, tout ça, c'est après la relation, après la dépression. C'est vraiment un cheminement que je fais personnellement. Et je me dis, Cindy, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant? Et donc, j'habite à cette période dans le même appartement que j'habitais pendant 5 ans sur Paris. J'appelle mon agence immobilière, je suis locataire et je leur dis, je vous rends l'appart dans 3 mois. Mais je ne sais pas ce que je vais faire.
Et j'ai un rêve à ce moment-là. Donc d'abord, je panique de ouf, mais alors vraiment une crise de panique en mode oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais je suis complètement malade, je vais les rappeler demain matin, je vais leur dire non, pardon, j'annule. C'est trop tard, en vrai, le préavis, il était posé. Et je panique, et en même temps, je me dis bah attends, là du coup, ça veut dire que dans 3 mois, t'as plus de loyer à payer, tu peux faire ce que tu veux. T'as plus de charge, entre guillemets, t'es libre. Et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je décide de partir vivre 3 mois à Los Angeles. À la base, je voulais partir m'installer là-bas. Donc je déménage, je vide mon appart, je pars. Et en fait, sur Los Angeles, il y a plein de villes autour, tu vois. Et à un moment donné, avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, on décide de se faire un week-end à Las Vegas. Et Las Vegas, tu sais que tu peux te marier avec un Elvis Presley. Et du coup, de base, je dis, venez, on se marie pour rigoler, genre, juste pour le vivre, parce qu'on ne sait pas, ça se trouve... en fait, je pars du principe que un jour, tu vas mourir. Du coup, avant de mourir, j'aimerais vivre plein de trucs. Et je me dis, nous as fait une Britney de 2004. Vraiment. Je me suis dit, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais à Vegas. C'est peut-être la seule fois que je vais le vivre. On ne sait pas, hein. Du coup, je veux me marier. Du coup, avec mes potes, on dit, OK, on fera un shifumi devant l'hôtel, ça va être drôle. Enfin, tu vois, on fait un truc drôle. J'appelle l'organisme, c'est la Little Vegas Chapel. J'appelle et je dis, ouais, on aimerait se marier demain, mais je ne sais pas encore avec qui. Elle me dit, d'accord, pas de souci, je paye. Et le lendemain, j'arrive, c'était un samedi à 19h. J'arrive devant Elvis et en fait, moi, j'avais déjà pris ma décision. Et il y avait tous mes potes dans la salle, donc mes copines et mes copains de Los Angeles. Et ils me disent, alors, du coup? Et je dis, bah, en fait, je vais me marier à moi-même. Et de base, c'était un peu comme une blague parce que si tu veux, je suis beaucoup dans le self-love. Je trouve que s'aimer soi-même, c'est important avant d'avoir une relation avec quelqu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé beaucoup de temps seule derrière. J'en avais vraiment besoin pour me connaître et du coup savoir ce que je veux, mais surtout ce que je veux pas. Et me respecter et apprendre comment je fonctionne et tout. Enfin bref, pour moi, tout ça, c'est de l'amour. Mais pour moi. Parce que c'est bien de s'aimer, c'est important de prendre soin de soi et pas seulement physiquement. Oui, c'est pas du narcissisme. Non, du tout. C'est pas, je suis pas mon fond d'écran, quoi. On n'en est pas là encore. Mais du coup, c'est vrai que cette démarche, elle a été un peu mal vue. Et je suis un peu triste qu'on n'ait pas pu comprendre mon message. Mais c'est juste qu'après avoir été mal aimée, finalement, qu'est-ce que c'est des vœux de mariage? C'est promettre d'être là. Exactement. D'être là pour moi dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, dans les beaux moments. Et c'est vrai, en fait. Parce que s'il y a bien une personne que je vais fréquenter toute ma vie, c'est moi-même, hein, avant les autres. Et du coup, tu sais, au début, c'était un peu la blague et tout. Donc, il y avait Elvis, ces trucs d'Elvis et tout. Et au début, c'était rigolo. Et quand on a commencé à faire les vœux, bah, j'ai les larmes qui sont montées parce que j'ai réalisé qu'après être tombée dans ma vie, bah, je m'étais relevée de ça. Et que j'étais en train d'en faire une force. Et que surtout, ce moment de vie, il allait arriver qu'une fois dans ma vie. Et donc, c'est possible de le faire, se marier à Las Vegas à soi-même, seulement dans l'état du Nevada. Et c'est un mariage qui ne compte pas dans les autres pays, tu vois. Okay. Et tu peux quand même te marier derrière. Oui, Cindy, alors il est possible de se marier avec soi-même, ça j'ai compris, on a compris avec ma communauté. Mais est-ce qu'il est possible de divorcer avec soi-même? Non. Ok. Que tu ressortes un nouvel album? Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, on me pose souvent la question, est-ce que la musique j'ai arrêté? Mais jamais. Déjà, je peux pas. Parce que, en fait, si j'écoute pas de musique dans ma journée, je suis malheureuse. Genre, mais dans mes écouteurs, avec ma playlist, j'ai besoin de la musique. Vraiment, c'est et avec vital. La team BS, c'est mort? Ouais, je pense par contre. Objectivement, je pense que ce serait drôle. Tu sais, la dernière fois, je me posais une question. Attends, c'est drôle, faut que je te raconte. J'étais à Star 90 à Bercy et je me suis dit, est-ce qu'un jour, il y aura des stars 2010 et j'aurai genre 50 ans et on sera invités? Et je me posais la question, je me disais, est-ce qu'un jour, 3. Ce serait drôle quand même? Tu sais que c'est la sonnerie de Christophe Willem. C'est vrai? Je te jure. J'avais croisé en maison de disque qui m'avait dit, ouais, j'adore ton titre et tout. Bref, je vais divague. Du coup, la musique, non, j'arrête pas. Je pars juste du principe que c'est bien de vouloir raconter des choses, mais je pense qu'il faut les vivre avant. Donc je vis. Et ensuite, quand je serai prête et quand j'aurai bien pensé mon projet, même si ça fait déjà 2 ans que je travaille sur un album, le jour où je serai fière de ça, là il sortira. Et je suis persuadée que toute ta communauté, toutes les personnes qui t'ont soutenu, suivi et regardé dans ton parcours, que ce soit télévisuel, musical ou même au travers des réseaux sociaux et de YouTube, seront là pour toi. J'espère. Si on veut aller te suivre sur Instagram, ton compte Insta c'est Cindy Off et ton compte Twitter c'est Cindy Officiel. Ta TikTok, ta Snap. Ouais, si, alors TikTok c'est Oupsi Cindy, parce que du coup Cindy Off était déjà pris. Alors attends, Oupsi Cindy, ok, tu sais quoi, tu me le dis après comme ça je note. Comme okay, ça, et Snap Snap, je le mets mais je l'utilise plus. Ok, hein. donc on oublie, on compte TikTok. Snap, ouais. Allez, c'est parfait. Merci Cindy pour tes confidences. Moi, je continue mes petites notes juste après, dès qu'on a rendu cette vidéo. Voilà. Et je t'offre le mot de la fin. La caméra, elle est là. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été un bel exercice. C'était la première fois que je parlais un peu, mais genre pas à la première personne ou à ma caméra. N'oubliez pas de vous aimer fort. C'est pas du narcissisme. C'est juste
il faut, je pense, être capable de savoir ce qu'on veut dans la vie et ça aussi, c'est de l'amour. Voilà. Fais des gros bisous. Soyez bienveillants et vivez fort, 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 fort.